Je disais, allons-y pour refoulement, forclusion et déni, dans la suite logique des formations de l'inconscient, puisque ces trois mécanismes sont les manières dont un sujet peut se défendre de la langue. Donc il y a la rencontre par l'être de l'individu qui naît au monde, dans un monde avec du symbolique, avec des langues, avec un langage, quelle que soit la langue, peu importe. Et cette rencontre du corps et du symbolique produit des effets sur le corps. Et une manière donc d'appréhender, il faut accueillir cette langue, cette rencontre. Enfin, accueillir ou refuser, tout dépend. Une manière de refuser, par exemple, ça peut être l'autisme. L'autisme est une manière de refuser tout en y étant soumis, néanmoins. Il y a un côté, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'être dans le langage, de naître dans un monde de langage, ça, il n'y a pas le choix. Mais il y a le choix du sujet. Et le choix du sujet, qui est évidemment un choix inconscient, ce n'est pas un choix moïque, ce n'est pas « je choisis que », c'est plus fort que soi. Ça se fait, c'est un choix donc, mais c'est un choix qui se fait pour des raisons X, Y ou Z, de plutôt se défendre de la langue par la forclusion, ou bien par le déni, ou bien par le refoulement. L'autisme, en l'occurrence, on a beaucoup discuté de la question de savoir comment justement l'autiste se défend de la langue. Est-ce qu'on peut parler de forclusion ou non? Est-ce qu'il s'agit de la même forclusion que dans la psychose, par exemple? Puisqu'il y a tout un mouvement parmi les sujets autistes eux-mêmes, en tout cas les autistes Asperger, pour dire l'autisme n'est pas une psychose. Et effectivement, il faut distinguer les choses parce que ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas la même défense vis-à-vis de la langue. Mais le mécanisme, en tout cas de la manière dont on réfléchit les choses actuellement avec la psychanalyse, le mécanisme peut être rapproché de celui de la forclusion, mais on ne forclôt pas la même chose dans l'autisme et dans la psychose. J'y reviendrai après parce que c'est une question plus complexe. D'abord, nous distinguons ces trois mécanismes de défense face à l'effet que la langue produit sur le corps dans cette rencontre. D'abord avec le cas Schreber. Il développe ça dans le séminaire 3. Séminaire 3 sur les psychoses, c'est là que vous pouvez trouver les grandes différences, justement, entre ces trois mécanismes de défense. Et après, ça continuera d'être développé. Et donc, dans un premier temps, pour Lacan, la forclusion, elle se situe là, dans le champ de la psychose déclenchée. C'est quand ce qu'il appelle le signifiant du nom du père est forclos, et que après, ça fait retour dans le réel, notamment via les hallucinations verbales. Et que c'est toute la langue qui se met à être déstructurée, chaotique. Parce qu'au fond, il envisage le nom du père comme étant ce qui poinçonne, ce qui articule, ce qui tient, ce qui fait tenir ensemble toute la langue. Et si on l'enlève, s'il y a forclusion en fait, si au moment d'un événement symbolique important ou d'un traumatisme, ou dans un moment de vie, quelque chose fait que on vient toucher ce point-là et qu'en fait il était fragile ou qu'on peut dire qu'il était forclos, qu'il n'y avait rien à cet endroit-là, alors ça saute et c'est toute la langue qui est déconstruite. C'est ça l'effet d'un déclenchement. Ça devient confus, ça part dans tous les sens, ça délire. C'est le chaos, la désorganisation de la langue d'un sujet. C'est ça un déclenchement. Ça, c'est la conceptualisation donc, classique de ce que c'est que la forclusion par rapport au signifiant du nom du père. Notez bien que signifiant du nom du père, c'est ce qui vient à la place de la formule freudienne de l'Oedipe.
Lacan logifie le complexe d'Oedipe en tant que mythe, petite histoire, par lequel on devrait tous passer pour être bien structuré, génitalement surtout. Lacan réduit ça à une formule, à une fonction. Une fonction, en plus, c'est quelque chose en mathématiques, c'est une lettre, et dans cette fonction, on peut y mettre toutes sortes de choses. Elle accueille cette fonction toutes sortes de personnes, d'objets différents. Là, en l'occurrence, ça doit être une personne qui occupe la fonction, mais peu importe la personne. Dans la fonction du nom du père, peut venir toute une série ou des différentes personnes. Il faut que ce soit incarné par un vivant. Ça, c'est important. La fonction nécessite un vivant qui parle, qui est dans le langage. Il peut y avoir des substituts à la fonction. Il faut quand même que celui qui occupe cette place-là transmette des mots, des signifiants, des identifications qui font justement que la langue, le système de langage, la langue du sujet va pouvoir être organisée et tenir. Ça, c'est quand tout se passe bien. Donc finalement, Lacan simplifie Freud, et le simplifie de manière logique et fonctionnelle, et le rend d'ailleurs plus moderne. Il le sort de toute la mythologie grecque et de tout l'imaginaire. Parce que finalement, Lacan, en simplifiant, on peut dire qu'il complexifie, parce que quand on simplifie, on sait bien, c'est en fait plus compliqué, parce qu'on sort de l'imaginaire. C'est ça qui rend l'abord des mathématiques plus compliqué que d'autres matières. Mais en même temps, donc ça simplifie, et ça épure surtout. Et c'est vraiment l'opération que Lacan fait sur la matière de la psychanalyse freudienne. Donc, ensuite, il va reprendre Lacan cette idée de forclusion à la fin de son enseignement pour la généraliser à tous les êtres parlants. Il n'y a pas d'être parlant qui n'ait pas affaire avec la forclusion. Pas nécessairement la forclusion généralisée du nom du père, mais la forclusion du rapport sexuel, de ce qu'il appelle la femme. Donc la femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est dire la forclusion de ces concepts-là, et la difficulté de les appréhender pour un humain. La mort aussi d'ailleurs. Si donc tous les humains ont affaire à la forclusion de certains concepts, néanmoins certains humains donc se défendent de ça avec le nom du père, et d'autres ne se défendent pas de ça avec le nom du père, mais plutôt affaire à la forclusion. Lacan prend ce terme-là parce que c'est un terme qui vient du droit. Et donc il s'appuie à la fois sur les philosophes pour extraire le mot folklore, et en même temps donc il s'appuie sur les termes que Freud lui-même utilise, mais qui sont, en fait c'est un peu confus chez Freud, donc il remet de l'ordre. Et prendre folklore, ça veut dire pas rejeter, ça veut dire que quelque chose n'est pas là, n'est jamais advenu. Il s'appuie notamment sur le concept philosophique de Böyaung. Et donc la Böyaung, ça veut dire que quelque chose a été accepté au symbolique. Qu'à partir du moment où c'est accepté au symbolique, on peut le dénier. On peut dire ceci n'est pas ma mère. Et si on peut dire ceci n'est pas ma mère, c'est parce que symboliquement la mère elle existe. Dans le concept c'est la même chose. Si c'est pas advenu, on ne peut pas le dénier. Donc la forclusion c'est quelque chose qui n'est pas advenu, qui pour certains l'est et pour d'autres pas. Donc ça peut faire partie du monde social d'un sujet, mais que pour lui ce n'est pas advenu comme concept. Ce n'est pas, il ne peut pas accéder à ce que c'est, par exemple, qu'une fonction paternelle ou d'autres concepts éventuels. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne la forclusion. Et
Donc ça a des effets, quand quelque chose est fort clos, dit Lacan, ça revient dans le réel. Pour ce qui est du refoulement, c'est différent parce que justement c'est advenu. Pour le déni aussi d'ailleurs, c'est advenu. C'est dans le symbolique, c'est la Beuyaung, c'est fait. L'acception existe dans le symbolique. Mais, soit on refoule, c'est-à-dire on n'en veut rien savoir. On fait comme si ça n'existait pas. Mais ça revient dans les rêves, ça revient dans les actes manqués, dans les lapsus, dans les formations de l'inconscient. Et d'autre part, quand c'est dénié, c'est là. C'est advenu aussi, mais c'est tout le temps dénié. Mais la frontière, elle existe. C'est pas qu'elle n'existe pas avec le déni. Elle existe, mais elle est refusée. Mais elle continue à être alimentée, si je puis dire. Parce que toujours, celui qui dénie va se confronter à cette frontière, va la faire exister. Alors pourquoi on me demande souvent pourquoi les structures, justement pourquoi parler de refoulement, de forclusion, de déni, pourquoi parler donc de psychose, de névrose et de perversion. Surtout dans la psychanalyse, pourquoi est-ce qu'on voudrait caser, ranger les sujets dans des catégories? Justement parce que comme psychanalyste, on n'a pas besoin de les ranger dans des catégories, bien au contraire, on n'a pas besoin de savoir quels médicaments leur donner. Ça, c'est les psychiatres qui ont besoin de ça, de classer pour savoir comment orienter le traitement, et notamment le traitement médical. Et donc, depuis un certain nombre d'années, ça passe par le DSM, qui ne cesse de changer au fur et à mesure, parce qu'il s'adapte aussi aux découvertes et aux nouvelles aussi adaptations de la psychopathologie, parce que la psychopathologie, elle change avec la société. Elle évolue, elle n'est pas toujours la même. On n'a plus la même psychopathologie aujourd'hui qu'on avait la pathologie du temps de Freud avec les hystériques. Parce que simplement, la psychopathologie est une réponse du sujet au monde social dans lequel il se trouve, à la langue dans laquelle il se trouve et à la société dans laquelle il se trouve. Mais donc, je reviens à la question de pourquoi avoir recours aux catégories névrose, psychose et perversion pour un psychanalyste, parce que c'est très important de savoir comment parler au sujet que l'on reçoit. Donc, quand un sujet arrive chez un psychanalyste, ce qui est très important, c'est d'apprendre sa langue. Comment, lui, ce sujet-là, fonctionne avec la langue. Dans un premier temps, il faut déterminer sur quelle autoroute il se trouve de la langue. Donc, quelle est sa, globalement, manière de fonctionner. Et là, on a 3 autoroutes pour nous repérer entre justement ce mécanisme de forclusion, ce mécanisme de refoulement, ce mécanisme de déni. Et ça nous aide à comprendre globalement la manière dont un sujet se défend de la langue. Fait avec cette rencontre qui est toujours traumatique de la langue. Et puis, dans un deuxième temps, il faut quand même affiner un peu les choses en se demandant, tiens, alors de quelle psychose, ou de quelle perversion, ou de quelle névrose il s'agit. Plus particulièrement parce que ce n'est pas du tout la même chose quand c'est une schizophrénie, ou parce que le sujet ne se défend pas de la même manière, il n'est pas percuté non plus de la même manière par la langue. Et aussi, donc, par conséquent, nous ne pouvons pas lui parler de la même manière. Et nous ne pouvons certainement pas parler de la même manière à un sujet psychotique et à un sujet névrosé. Parce que justement, le rapport à la forclusion du nom du père, le rapport à l'autorité, tout ça n'est pas du même ordre. Ça, c'est simplement les grandes lignes. Mais après ces grandes lignes encore, le cas par cas, chaque sujet. Donc il nous faut, quand on a fini de se positionner sur quel diagnostic plus précis au sein même de la catégorie névrose, psychose et perversion, c'est après, mais pour chaque sujet, comment lui, il parle, comment il utilise les mots, quels sont ces mots importants à lui, mais aussi comment ces mots-là
à quoi ça le ramène, à quelles histoires, à quel vécu, à quel ressenti, quelle percussion ça lui fait, quelle résonance ça peut avoir. Généralement, on n'en sait pas grand-chose. Ça s'apprend lentement, ça met des années. Et donc, logiquement, un psychanalyste, quand il commence à recevoir quelqu'un, c'est compliqué pour lui de dire des choses, de lui faire des interprétations, même de lui parler, sans risquer de mésuser des mots, puisqu'il ne sait pas encore parler la langue du sujet. Il faut des années pour apprendre à parler la langue d'un sujet. Donc il faut des années pour pouvoir restituer à ce sujet quelque chose de sa langue et quelque chose de son fonctionnement à lui. Et donc de pouvoir lui rendre insignifiant. C'est pour ça que c'est important à la fois de déterminer le mécanisme général du fonctionnement des sujets pour un premier repérage, de l'affiner, et puis après de continuer à affiner de manière précise et à considérer que chaque sujet parle sa langue et que c'est celle-là qu'il faut apprendre parce que c'est à partir de celle-là que le psychanalyste peut parler, et s'il ne parle pas à partir de celle-là, il n'aura pas d'effet.